Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans ce numéro 475 d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui au programme, nous allons revenir dans l'image de la semaine sur le traitement médiatique de la révolte des agriculteurs et le traitement médiatique aussi du drame de la mort d'Alexandra et sa fille tuées sur un barrage dans des circonstances révoltantes. Sans oublier les habituelles pastilles de l'info. Et pour finir, le portrait piquant du jour en partenariat avec Logim. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, de vous abonner ou de vous réabonner à la chaîne de TV Liberté si ça n'est pas encore fait. Et c'est parti pour ce numéro 475 d'Immédiat. Il fait doux, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est le réchauffement climatique. Il y a un siècle, nos ancêtres commentaient ainsi les caprices du temps. Il n'y a plus de saison, disait-il. Dans les années 50, on parlait de temps détraqué. Aujourd'hui, on est plus savant. On parle de dérèglement climatique. En fait, de dérèglement, ce sont plutôt les esprits qui sont déréglés. Et les politiques imposées aux agriculteurs. Des réglementations de plus en plus contraignantes et tatillonnes, couplées avec des importations venues de pays dénués de toute contrainte. Cela s'appelle marcher sur la tête. D'où la mise à l'envers des panneaux des villes et du logo d'Immédiat en compréhension du mouvement de révolte des agriculteurs. Nous commençons donc par cette image de la semaine. Et cette image, nous avons choisi de mettre un visage. Ce visage, c'est celui d'Alexandra, le visage de la France millénaire, de la France qui se lève tôt, de la France qui travaille et de la France qui nous nourrit. Elle a été tuée par une voiture bélier par des Arméniens étrangers sous OQTF. Et dans le traitement médiatique de ce drame, on remarque que le journal Libération a une différence notable entre son titre « Mobilisation des agriculteurs après la mort d'une éleveuse dans un accident sur un barrage en Ariège. Sa fille succombe à ses blessures dans la soirée ». Et à première lecture de ce titre, on peut se dire qu'on occulte un fait important, c'est celui que c'était des étrangers sous OQTF. Mercredi matin, France Info également occultait le fait que les conducteurs étaient des étrangers, alors qu'on avait déjà cette information. Jean-Yves, est-ce que vous avez un commentaire à faire ? La principale forme de désinformation, on ne le répétera jamais assez, c'est l'occultation. Dans le titre de Libération, alors il est possible qu'au moment où ils ont rédigé l'article, ils n'avaient pas l'élément sur les étrangers sous OQTF, mais le titre est biaisé puisqu'il ne met pas en cause le chauffard, en l'occurrence étranger, mais il ne met pas en cause le chauffard pour expliquer la mort de cette agricultrice, puis de sa fille. Ils mettent en cause la mobilisation des agriculteurs. Donc, ils culpabilisent le mouvement de révolte des agriculteurs alors même que c'est une agricultrice qui est victime d'un chauffard. Donc, avant même l'affaire des étrangers sous OQTF, on serait tenté de dire une affaire de plus, hélas, où des étrangers sous OQTF tuent des Français. Avant même ça, il y a le biais médiatique de Libération et bien sûr de France Info, de toute cette sphère d'occultation de gauche et d'extrême gauche. Et comme si ça ne suffisait pas, Libération titrait également sur la soi-disant complaisance du gouvernement avec les agriculteurs, en fait, par rapport à la réaction du gouvernement quant aux émeutes pour Naël et celles d'extrême gauche. Le journaliste de France Inter, Yael Gauze, dénonce aussi la mansuétude, je cite, du gouvernement en opposition avec son intransigeance face aux mouvements sociaux. On écoute sa réaction. Intransigeant, vous dites, avec les éco-terroristes, mais bienveillant avec les agriculteurs. En temps normal, si vous bloquez une autoroute ou si vous faites sauter un bâtiment public, ce fut le cas la semaine dernière à Carcassonne, il faut vous attendre à des représailles.
Combien de fois Emmanuel Macron a-t-il appelé au retour à l'ordre face au désordre, promis le réarmement face à la décivilisation? 2 poids, 2 mesures. Moi, j'ai envie de vous poser une question, Jean-Yves. La différence entre les agriculteurs et les émeutiers pour Naël, c'est peut-être qu'il y en a qui nous nourrissent et d'autres qui nous pourrissent. Oui, il y a ceux qui nous nourrissent, effectivement, et ceux qui nous pourrissent. Et en l'occurrence, l'essentiel des manifestations des agriculteurs, pour le moment, n'ont pas un degré de violence important. C'est des barrages routiers, c'est pas des incendies massifs, c'est pas des pillages, c'est pas du tout de même nature. C'est pas non plus le même niveau de violence que lorsqu'il y a eu les manifestations des écologistes à Sainte-Soline. Il y a effectivement à Agen quelques préfectures un peu prises à partie à coups de lisier, c'est vrai, oui. Mais c'est quand même pas le même niveau de violence. Alors là, en l'occurrence, je pourrais m'abriter derrière un propos que j'ai entendu ce matin même sur le service public, où M. Dely, qui est pourtant un journaliste de gauche et d'extrême gauche, M. Dely d'Opinion, vous savez, reconnaissait, non, c'est pas le même niveau de violence, en tout cas, actuellement. Il est possible que les manifestations des agriculteurs montent un petit peu en gamme si le gouvernement continue de les balader, ça c'est possible. Au niveau du traitement médiatique de cette révolte des agriculteurs, on remarque sur Google Actualité que les journaux évoquent les annonces du gouvernement. Alors, lesquelles, on ne sait pas. Et sur les causes de la révolte, les agriculteurs se plaignent de la bureaucratie, disent les médias, de la transition énergétique. Et la colère la plus forte, peut-être, Jean-Yves, c'est contre l'Union européenne, contre Bruxelles. Comme le montre cet article de RTL, ce mercredi 24 janvier à Agen, un drapeau de l'Union européenne a été brûlé. On le voit, Jean-Yves, ce n'est pas un phénomène uniquement français, ça se passe aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, comme l'évoque cet article du Figaro. Alors, bureaucratie, réglementation, transition énergétique. Est-ce que, selon vous, les agriculteurs ont raison de se révolter? Alors, d'abord, vous avez raison de rappeler que le mouvement des agriculteurs français s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large de révolte des agriculteurs européens. Les médias français en ont très peu parlé, mais il y a eu une révolte importante aux Pays-Bas, avec d'ailleurs une montée électorale qui a renversé le gouvernement libéral d'esprit Macron, hein, le gouvernement des Pays-Bas qui a été renversé à la suite des élections. Il y a un mouvement de révolte en Allemagne. Là encore, les médias français en ont très peu parlé. Mais c'est pas parce que quelque chose n'est pas vu, n'est pas montré qu'il n'existe pas. Et ce mouvement global s'explique assez largement parce que on place les agriculteurs dans une tenaille terrible. D'un côté, une masse de réglementation de plus en plus exigeante pour produire, et de l'autre, les importations des accords de libre-échange avec des pays d'Amérique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, j'en passe, l'Ukraine, qui n'ont pas les mêmes contraintes. Et donc, c'est un système de tenaille où on les tue. Et quand j'entends dire on attend des annonces gouvernementales, on annonce des annonces. Le gouvernement annonce des annonces. C'est formidable. Est-ce que les agriculteurs vont se laisser duper? Je ne sais pas. Mais on annonce des annonces, qui annonceront sans doute des annonces. Le problème va se régler, monsieur Attal va faire une opération de communication à destination des agriculteurs. Il y a aussi les syndicats qu'on accuse parfois d'être des agro-industriels. Est-ce que, selon vous, ils sont représentatifs des agriculteurs en France? Alors, il y a une prise de contrôle de la FNSEA, qui est ancienne, par ce qu'on appelle en l'occurrence l'agrobusiness. Le patron de la FNSEA actuelle est à la tête d'un certain nombre d'entreprises. Il a lui-même, je crois, une exploitation de 700 hectares qui produit des oléagineux, non pas pour nous nourrir, mais pour faire du bioéthanol, c'est-à-dire du carburant végétal.
qui est une production soi-disant écologique coûteuse, en fait. Passons désormais, si vous le voulez bien, au dossier du jour qui est consacré au service public comme relais véritable de propagande d'État. Le premier exemple de cette propagande d'État, c'est le complément d'enquête qui est sorti sur Jordan Bardella. À quelques mois des élections européennes, Jordan Bardella est en tête des sondages. Il caracole à plus de 30% dans certains et il est dans le top 50 des personnalités préférées des Français. Complément d'enquête est lancé depuis 2001 par le journaliste Benoît Duquesne. C'est un reportage véritablement à charge contre le candidat du Rassemblement national. Durant l'émission de « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna, on apprend du propre aveu d'un des membres de la production que l'émission avait la volonté d'enrayer la dynamique politique de Bardella. Je cite, « Il est dit qu'il ne fallait pas rater Bardella et qu'il était trop lisse. » Et oui, en réalité, c'est bien décevant pour les commanditaires car il n'y avait pas grand-chose ou quelques tweets humoristiques de la part de Bardella qu'on affiche à l'écran, qui sont simplement des citations de Jean-Marie Le Pen, parce que ce n'est que ce compte Twitter parodique qui aurait appartenu à Bardella, et encore, ça a été démenti par les propres sources de l'enquête. Petite subtilité médiatique, Jean-Yves, on remarque que le complément d'enquête sur Jordan Bardella a été diffusé à 22h35 au lieu de 22h55 habituellement, peut-être pour capter plus d'audience, mais franchement, est-ce qu'en sortant un tel reportage aussi malhonnête, est-ce qu'on ne va pas, en fait, créer l'effet inverse et servir la campagne de Bardella avec ce phénomène ? Ça, c'est toujours ce qu'on a tendance à croire quand il y a une émission diabolisante sur tel ou tel sujet. La tendance, c'est de dire « Oh, les gens vont faire la part des choses, ça ne va pas porter, etc. » Je ne crois pas. Je crois qu'une campagne de dénigrement, une campagne de diabolisation, ça marche toujours un petit peu. Voilà. Et là, ils ont insinué beaucoup de choses désagréables. Le fait qu'il y aurait eu un compte Twitter, dans lequel il n'y a rien d'ailleurs, mais enfin, qui aurait pu véhiculer des idées tout à fait nauséabondes. Le fait qu'il n'était pas toujours présent au Parlement européen, ce qui est évidemment le cas pour quelqu'un qui dirige un parti politique, c'est pas possible autrement. Oui, il y a 1h30 de dénigrement, dont le début, vous l'avez souligné, à 1 heure de grande écoute, 10h30, il y a encore du monde derrière son téléviseur. Donc c'est une opération politique. Ils ont eu un contrat, on peut dire, un contrat au sens mafieux du terme. Un commanditaire. Ou un commanditaire, voilà, vous allez le dézinguer. Ce qui me surprend, c'est que je n'ai pas vu de réaction de l'Arcom. Or, l'Arcom est censé surveiller un minimum de neutralité dans les médias. Là, il y a le service public qui fait une opération de dénigrement d'un candidat à quelques mois d'une élection importante. À ma connaissance, l'Arcom est aux abonnés absents. Il faut dire que l'Arcom, ce sont des relais du pouvoir. Voilà, l'agence de régulation de la communication, non. L'agence de censure, de restriction de la communication, de dénigrement des oppositions. Voilà. Une question qui me vient également, c'est que Bardella est dans le top 50 des personnalités préférées des Français, mais qu'est-ce que ça dit de l'état de la société ? Alors je crois que on peut interpréter d'une double manière la cote de Bardella. Il y a l'aspect sur le fond. Les gens sont de plus en plus préoccupés par les questions de l'immigration. Et sur les questions d'immigration, malgré tout, le parti politique qui paraît le plus fort sur ce thème, c'est évidemment le Rassemblement national. Donc il y a une raison thématique. Et puis il y a peut-être aussi une raison plus conjoncturelle. Il y a une certaine pipolisation de Bardella et dont il bénéficie à la limite comme d'autres. Donc c'est air du temps idéologique, air du temps
superficialisation de la politique. Deuxième exemple de la propagande du service public comme relais de la parole du gouvernement, c'est l'affaire du lycée Stanislas. Stanislas, c'était le sujet du JDD de dimanche dernier. Ce lycée catholique qui a accueilli des personnalités bien connues des Français, Charles de Gaulle, Christian Dehors, plus récemment Monsieur Blanquer. Sa devise au lycée, c'est « Français sans peur, chrétiens sans reproche ». Et après une enquête de l'inspection nationale, commanditée par M. Papa Ndiaye, le lycée est accusé d'homophobie, d'harcèlement, de condamner l'avortement. Le lien avec notre dossier du jour, c'est que le service public, en l'espèce France 2, a consacré une émission au sujet de Stanislas, et on écoute un extrait. Une enquête de Mediapart pointe plusieurs dérives, avec un rapport de l'Éducation nationale commandé par l'ancien ministre Papa Ndiaye, qui n'a pas été rendu public. Initiation à la religion catholique obligatoire, propos homophobes ou sexistes, d'anciens élèves témoignent. Il faut prendre en compte dans cet extrait le ton. Le ton est fait quand même pour faire peur. Ensuite, l'émission ne retiendra que des témoignages à charge. Ça, c'est le biais le plus facile, le biais médiatique le plus facile, c'est vous enregistrez 20 témoignages et vous gardez les 3 qui vous conviennent. En l'occurrence, là, vous gardez les témoignages à charge. Et puis le contenu qui est des gens hostiles à la transition sexuelle, à mon avis, ça fait partie des libertés, y compris des libertés des élèves dans un lycée catholique, me semble-t-il, et même dans un lycée non catholique. Voilà. En fait, le simple fait d'être contre la propagande homophobe ou la propagande trans, c'est déjà très mal. Alors que ce soit très mal pour Libération, c'est une chose, que ce soit très mal pour Mediapart, c'est encore une autre chose. Mais là, c'est très mal pour le service public, qui est vraiment un instrument de propagande, une fois de plus, quoi. Selon le JDD, justement, les témoignages qui iraient dans le sens de la défense du lycée Stanislas auraient été occultés. C'est bien ça qui est reproché. Ils n'ont pris que les témoignages qui allaient dans le sens de l'accusation de Mediapart, en fait. Et le journaliste du Figaro, Paul Sugy, commente « Combien de temps va-t-on encore écrire des articles indignés parce qu'une école catholique enseigne ce que dit l'Église ?» On en a parlé la semaine dernière, Jean-Yves. En fait, ce lycée, pourquoi il est tant sous le feu des médias ? Il est tant sous le feu des médias parce que c'est devenu un élément de résistance au déclin général. Je vous l'ai dit, je crois, la semaine dernière, je le redis, c'est un lycée qui était dans le classement des lycées par rapport aux réussites au concours aux grandes écoles, parce que c'est quand même ça le vrai critère, était 20 ou 30e il y a 20 ou 30 ans. Et qui est aujourd'hui premier ou deuxième. Voilà. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il s'est amélioré. Il est probablement moins bon qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais les autres se sont effondrés. On a détruit progressivement les lycées publics et on est en train de détruire les grands lycées publics. Et l'objectif actuel, c'est de détruire ce qui n'a pas encore été détruit. Alors c'est le projet de Mediapart, c'est le projet de Libération, c'est le projet et malheureusement c'est aussi le projet de France 2. Ce reportage sur Bardella, ce reportage sur le lycée Stanislas, c'est un symptôme, celui de la politisation du service public, comme le commente l'avocat Pierre Gentillet sur CNews. Le service public a une certaine idéologie, et ce n'est pas une idéologie représentative des impôts et des Français qui effectivement donnent des impôts, de leur financement. Et ici, effectivement, ce qui s'est passé, c'est très grave. C'est très grave. Parce que ça veut dire qu'on fait une enquête. Le propre d'une enquête, c'est on ne sait pas à la fin ce sur quoi on veut aboutir. Or, ici, dès le début, ce qu'on voulait, c'était nuire à Jordan Bardella. Arrêtons-nous sur un chiffre, si vous le voulez bien. C'est que l'audiovisuel public coûte près de 4 milliards d'euros par an aux Français. Cela représente 40 centimes par jour et par Français. Par foyer, ça représente à peu près... Par foyer, ça représente 30 euros par mois. Voilà. Et quand on a du mal à finir ses fins de mois, c'est pas rien. C'est pas négligeable quand même. Hein. Voilà. 30 euros par mois. Voilà. Et si on met par an, ça commence pour un foyer, ça fait 350 euros.
Pas mal quand même, hein. Alors, si c'était pour donner une information honnête, objective, à la limite, on pourrait comprendre, mais c'est pas le cas. Si les services publics des médias sont si complaisants à l'égard du gouvernement, c'est peut-être parce que leur budget vient d'être augmenté. En effet, cet article nous montre que la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte, se félicite. Elle bénéficie d'un budget en hausse sur les 5 prochaines années. Le projet de loi de finances propose d'allouer au secteur de l'audiovisuel public une augmentation de 228 millions d'euros. Jean-Yves, est-ce qu'il faut privatiser l'audiovisuel public ? L'audiovisuel public, il y a aussi des bonnes choses. Il y a aussi des reportages patrimoniaux. Si vous faites l'ensemble de l'audiovisuel public, tout n'est pas condamnable. Si vous raisonnez en termes de privatisation, vous avez aussi beaucoup de chaînes privées qui relaient des grands intérêts et qui sont le relais de grands intérêts idéologiques. Il n'est pas sûr que BFM TV ou TF1 soit parfaitement neutre non plus. Simplement, ce qui est plus choquant dans le manque de neutralité de l'audiovisuel public, c'est qu'il est financé par tout le monde. Et donc, à partir du moment où il est financé par tout le monde, il devrait être pluraliste et respectueux des différents courants d'opinion, ce qui n'est pas le cas. Oui, parce que si on privatise l'audiovisuel public, le risque, c'est de jeter l'information dans les mains du grand capital, entre guillemets, et de quelques milliardaires comme Patrick Drahi. Voilà, alors il y a aussi des bons milliardaires comme Bolloré. Mais enfin, il y a plus de mauvais milliardaires que de bons milliardaires. Selon, quand je dis bons milliardaires, c'est parce que, ayant un point de vue un peu différent de la doxa, et mauvais milliardaires, c'est ceux qui imposent la doxa. Bon, voilà. Il n'y a pas de solution parfaite. Passons désormais aux pastilles de l'info. Et la première de cette pastille, c'est la journaliste Anne-Sophie Lapix, qui a été la victime d'une tentative de cambriolage à son domicile, son hôtel particulier plutôt, dans le 16e arrondissement. Les faits, 5 personnes selon valeurs actuelles, plusieurs d'origine étrangère, africaine, et le 3e majeur est né dans le 13e arrondissement de Paris, lui aussi d'origine africaine. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, Jean-Yves, sur cette tentative de cambriolage subie par Anne-Sophie Lapix ? Il y a de plus en plus de cambriolage de personnalités, de cambriolage à domicile, ce qui est évidemment particulièrement préoccupant parce que très souvent, on prend à partie, on saucissonne les victimes. En l'occurrence, Mme Lapix n'a pas été saucissonnée, comme l'avait été Monsieur Tapie, et Monsieur Tapie avait été saucissonné par des gens issus de l'immigration à qui il avait fait valoir que lui-même avait été pour l'immigration, ce qui ne l'avait pas empêché d'être leur victime. Alors Madame Lapix n'a pas été saucissonnée, mais elle aussi, elle a été victime de gens venus de l'immigration, y compris, je crois, un mineur isolé, donc on est vraiment dans le pathos, alors qu'elle-même défend des positions pro-immigration depuis son poste de présentatrice de France 2, et on retrouve le service public. Et donc, c'est une personnalité qu'on peut dire journalistique, plutôt militante, favorable à l'immigration, et en tout cas très hostile au courant national. On a des extraits de ses interviews, soit de Florian Philippot, soit d'Éric Zemmour, qui montrent toute sa partialité. Et oui, on se souvient du clash entre Philippot et Madame Lapix. On regarde. J'aurais dire qu'il y a des gens qui vous aident. Vous avez dit quelqu'un, on vous a mal fait vos fiches. Il y a bien des gens qui vous aident pour préparer une émission. Vous avez dit on vous a mal fait vos fiches. C'est pas très élégant. Personne ne vous aide. C'est un peu dénigrant. Vous trouvez que vous êtes élégante, madame? Oui, je suis élégante. Mais vous êtes d'une arrogance permanente. Mais pourquoi? Vous me regardez avec un mépris terrible. Mais ne dites voyez-vous pas le que vous êtes mépris élégante et tout le monde le voit. Enfin, je veux dire, c'est évident. Tout le monde. Vous êtes agressive. Vous me regardez avec un mépris dans les yeux terrible. Je vous le dis jamais parce que je suis quelqu'un de poli. Anne-Sophie Lapix était également illustrée en coupant la parole sans cesse à Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle de 2022, en parlant finalement plus que lui.
Non, mais enfin, c'est la question. Bah non, mais oui, mais j'ai répondu, voilà. Mais qu'auriez-vous dit? non, mais Qu'auriez-vous fait? avec que les Ce gens qui m'étonne, criaient. c'est que vous fassiez preuve de compréhension vis-à-vis de gens qui franchissent les limites. En général, vous Mais- n'êtes pas du tout laxiste mais vous-même. je ne suis pas du contre tout ça. Et laxiste, là, mais il y a des je- gens qui franchissent ben, les limites. On n'insulte pas Bien sûr, on comme ça le n'insulte pas président. comme ça. Et là, mais vous c'est- les comprenez, oui, en fait. je parlais. Alors ça, c'est une dérive qu'on retrouve aussi dans les médias de service public, et pas seulement, mais beaucoup dans les médias de service public. On invite un homme politique qu'on considère comme développant des idées contraires à la doxa. Le temps qu'il prend, le temps de l'invitation, rentre dans son temps de parole, mais on le coupe en permanence. Donc, de fait, on lui vole une partie de son temps de parole et on lui cache aussi son temps de parole parce qu'il ne peut pas développer ses arguments. Il est en permanence haché. Donc, là aussi, c'est un biais terrible de traitement de l'information. L'ARCOM, là non plus, ne réagit pas davantage. En l'occurrence, Madame Lapix, elle combat les gens qui combattent l'immigration, peut-on dire. Elle en est victime. C'est triste, mais enfin, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, ou dit autrement, qui sème le vent récolte la tempête. Deuxième pastille de l'info, c'est l'affaire Théo, traitée elle aussi par le Journal du Dimanche, dans un article très intéressant de Charlotte Dornelas, qui débunk l'information en mauvais français. Charlotte Dornelas rappelle que c'était la version des policiers qui était plus proche de la réalité et que les médias n'avaient mis en avant que celle de Théo. On se rappelle que le président Hollande l'avait lui-même visité à son chevet. Mais Jean-Yves, pourquoi les médias ont menti sur l'affaire Théo ? Pourquoi les médias ont menti sur l'affaire Théo ? Parce que Théo était toujours d'ailleurs un Africain, qu'il était présenté comme une victime de policiers et que les médias sont sur la ligne du racisme systémique des policiers, ligne qui vient des États-Unis et qui est évidemment totalement fausse, puisqu'il n'y a pas, on en a parlé dans de nombreuses émissions, il n'y a pas de racisme systémique des policiers. Par contre, il y a une délinquance systémique des milieux issus de l'immigration, c'est-à-dire qu'il y a une surdélinquance de fait des gens issus de l'immigration, qu'on retrouve dans toutes les statistiques, d'agression, notamment d'agression contre les personnes, de trafic de drogue, de trafic tout court. Et comme il y a une surdélinquance d'un certain type de population, c'est assez normal qu'ils soient davantage interpellés que les autres. En l'occurrence, dans l'affaire dite de Théo, c'est une rébellion lors d'une interpellation. Alors évidemment, quand il y a une rébellion lors d'une interpellation, les policiers utilisent la force, bien sûr, et quand on utilise la force, il y a le risque qu'il y ait des dommages qui n'étaient pas prévus au départ. En l'occurrence, il y avait deux hypothèses. La thèse policière, il y a eu un accident, en l'occurrence, la matraque télescopique a blessé le dénommé Théo, la version de la famille de Théo, qui est pris d'ailleurs par ailleurs dans un certain nombre de trafics, c'est pas des enfants de Marie, bon, voilà. C'était que c'était un viol avec la matraque télescopique. C'est toute la thèse qui a été développée, imposée pendant 7 ans, validée quand même par ce pauvre François Hollande qui est allé au chevet, malgré tout, de ce délinquant. Voilà, c'est ce qui s'est imposé pendant 7 ans dans les médias, avec un effet considérable dans l'opinion. Considérable. Il faut bien voir que quelque chose de faux qui est matraqué, si je puis me permettre cette expression, pendant 7 ans, ça marque l'opinion. Ça marque l'opinion. Et l'opinion croit sans doute sincèrement que les gens issus de l'immigration sont victimes d'abus de la police, parce qu'on leur dit tout le temps. Le fameux de l'histoire Théo, c'est que le crime a été requalifié en délit par les juges, puisque l'intentionnalité des policiers n'a pas été reconnue, et c'est une peine mineure qui s'applique. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ? Je crois que... personnellement, je pense qu'il n'y aurait pas dû avoir de peine, parce que c'est un accident. Il n'y a pas d'intentionnalité. C'est un accident. Alors évidemment, il y a une différence entre les gens qui jugent et les gens qui sont sur le terrain.
quand vous êtes sur le terrain, il peut y avoir des accidents, quelle que soit l'activité. Il peut aussi y avoir des accidents. Il y a des accidents en maintien de l'ordre, il y a des accidents en sport, il y a des accidents du travail qui ne s'expliquent pas forcément par une faute, mais tout simplement par le fait que vous répétez régulièrement des choses potentiellement dangereuses. Et quand vous répétez régulièrement des choses potentiellement dangereuses, il peut y avoir des accidents. Voilà. Et les gens qui jugent, ils jugent après. En l'occurrence, là, ce sont des jurés, mais des jurés encadrés par des juges professionnels. Mais le juge professionnel, il est toujours derrière un bureau. Toujours derrière un bureau. Alors le juge professionnel, quel que soit le sujet d'ailleurs, il est derrière le bureau, et il juge après. Donc il sait ce qui s'est passé. Il ne voit pas que il aurait pu se passer quelque chose d'un peu différent en fonction des aléas. Il ne connaît pas l'aléa. Voilà. C'est confortable d'être juge. Autre pastille de l'info, c'est cette scène absolument burlesque. C'est notre lien du jour avec le dossier. C'est le service public qui nous l'a offert. On a eu cette scène surréaliste dans l'émission C'est à vous, le tonton d'Amélie, l'oncle d'Oudéa Castéra, monsieur Alain Duhamel, qui encense Macron, Jupiter, d'une manière quasi religieuse. On regarde cet extrait absolument formidable. Je pense qu'il incarne le 21e siècle, c'est-à-dire tout ce dont les Français ont peur. Le nouveau monde incertain. La mondialisation, la numérisation, l'intelligence artificielle, tout ce dont les gens se disent, mais qu'est-ce qui va nous tomber de plus sur la figure? Il est trop en avance, en quelque sorte, à contre-temps. Il est trop de son époque dans un pays qui n'a pas envie d'être de son époque. Et évidemment, ça complique les choses quand même. Alors, on insulte quasiment les Français, on dit qu'ils sont rétrogrades, on dit qu'ils ne sont pas à l'aise avec le 21e siècle. Ce qui est notable, c'est que la journaliste du service public ne bronche pas, elle acquiesce quasiment aux propos quasi religieux de Duhamel. Un commentaire, Jean-Yves? Alors, Duhamel, en gros, il dit, voilà, il faut moderniser, il faut réformer, ces crétins de Français ne veulent pas réformer, ne veulent pas moderniser. Moi, j'observe que M. Duhamel, c'est le tonton d'Amélie. C'est l'oncle d'Amélie Oudéa Castéra. Et qu'est-ce qu'elle fait, Amélie Oudéa Castéra? Elle scolarise ses petits précisément dans l'endroit qui a le plus échappé aux réformes de modernisation des 20 ou 30 dernières années dans l'éducation nationale. Donc on est vraiment dans le double standard. Alors ceci étant, Duhamel, qui panthéonise de son vivant Macron, il a déjà obtenu à la cérémonie des Bobards d'Or, il a été titré, un personnage que je respecte pour cela, et il a obtenu une brosse à reluire d'or. Alors je pense qu'il voudrait sans doute en obtenir une deuxième, et donc il tente sa chance après tout. C'est bien tenté, c'est bien tenté. Dernière pastille de l'info, Jean-Yves, et c'est un coup de chapeau, parce que c'est une révélation, suite à une grande occultation des médias, un scandale mis en exergue par F de souche, Pierre Sautarel. Le parrain de la cité qui a aidé le terroriste qui a tué Arnaud Beltrame était de mèche avec le délégué du préfet qui le renseignait sur les opérations de police. Voilà, alors en fait, c'est toute la politique de la ville. C'est un cas particulier de toute la politique de la ville. La politique de la ville, ça consiste à quoi faire? Notamment à donner des crédits divers aux associations qui payent des voyous ou des semi-voyous qui, en échange, arrangent les coûts. On achète la paix sociale, et on l'achète avec qui? On l'achète aux voyous, on l'achète aux dealers. C'est ce que révèle l'enquête sur Beltrame. Donc là, en l'occurrence, c'est le délégué du préfet de l'Aube. Alors vous savez, c'est assez drôle parce que le préfet de l'Aube de l'époque, après, il est passé au Conseil supérieur de l'administration territoriale où il était chargé de faire le mentor des nouveaux préfets. Donc vous voyez, on est bien dans une politique globale d'achat de la paix ethnique, pas tellement de la paix sociale, de la paix ethnique avec les voyous. C'est ce que révèle l'enquête, évidemment. Alors, ça pourrait faire la une, effectivement, de tous les médias. Ça pourrait faire l'ouverture des 20 heures des journaux télévisés. C'est une affaire gravissime. On n'en parle pas, bien sûr. Occultation.
On arrive déjà au terme de ce numéro 475 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner et de commenter cette vidéo. On ne se quitte pas sans le portrait piquant de la semaine en partenariat avec Logim de Claude Cholet, consacré à Frédéric Tadei, qui est à mi-chemin entre les médias alternatifs et les médias mainstream. Vous avez fait une classification des médias, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je pense qu'il y a les médias alternatifs. Les médias alternatifs, c'est TV Liberté, c'est Boulevard Voltaire. Voilà, on voit un peu... Il était journaliste chez RT, Tadei. Il y a eu RT aussi, absolument, mais RT a été interdit par le gouvernement, donc terminé. Et puis, il y a les médias de grand chemin. Alors, les médias de grand chemin, c'est TF1, c'est France 2, c'est France 3. Tadei, à un moment, était sur France 3, avant, effectivement, d'en être plus ou moins chassé. Et maintenant, il est dans ce que j'appelle les médias de transition, c'est-à-dire des médias qui sont la propriété de capitalistes, qui vivent de la publicité, mais qui développent un point de vue pluraliste, c'est-à-dire un point de vue dans lequel on peut entendre la doxa, mais aussi la critique de la doxa. Alors c'est le cas du Journal du Dimanche, c'est le cas de Valeurs Actuelles, ou c'est le cas de CNews, où travaille actuellement Frédéric Tadei. Donc il y a 3 sortes de médias aujourd'hui dans le paysage français, les médias alternatifs, les médias de grand chemin et les médias de transition. Et les médias de transition, ils font passer une partie de la critique de la doxa qu'on trouve d'abord dans les médias alternatifs vers les médias de grand chemin. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un inclassable, Frédéric Tadei. Né en 1961, père d'origine italienne, mère lorraine, il est depuis 1994 le compagnon de l'actrice Claire Nebout. Autodidacte véritable, il n'a aucune formation complète, après avoir papillonné dans différentes disciplines. Après 10 ans de voyage, il lance la revue Maintenant en 1990. Débute à Radio Nova, fréquente le magazine Actuel et un temps l'Idiot International. 1994, c'est Canal+, où il présente une chronique littéraire, puis en 1998, Thierry Ardisson lui cède l'émission Paris Dernière. Le format de l'émission est tout à fait novateur, réalisé en caméra subjective et détournant les codes du reportage. S'ensuit Dardar, art avec ART, à partir de 2000, un programme d'1 minute 30, très original, présenté sur France 2. En 2005, c'est Europe 1, Regarde les hommes changés, puis sur France 3, une émission quotidienne célèbre, Ce soir ou jamais. Présent aussi sur France Culture, il deviendra plus tard le Monsieur Cinéma de France 3. Frédéric Tadei est l'objet de polémiques récurrentes. Il lui est régulièrement reproché d'inviter à son émission des personnalités entre guillemets contestées, telles que Marc-Édouard Nab ou Alain de Benoît. En juin 2018, Delphine Ernotte continue sa chasse aux hommes blancs de plus de 50 ans. Et après 16 ans de présentation de l'émission Dardar, il est remplacé par Adèle Van Ries, qui prendra plus tard la tête de France Inter. Après avoir arrêté Ce soir ou jamais, il passe à la rentrée 2018 sur l'antenne française de Russia Today, où il anime une émission de débat culturel et de société d'1 heure, 4 fois par semaine. Son ralliement à RT France provoque des remous au sein de l'intelligentsia, qui voit là un prétexte parfait pour discréditer un journaliste dont l'attachement à la liberté d'expression ne pouvait qu'être suspect. Il se met en retrait de son émission en février 2022 face au conflit entre l'Ukraine et la Russie. À partir de février 2022, il revient sur CNews et anime Les Visiteurs du Soir, les samedis et dimanches entre 22h et minuit. L'émission est conçue comme un programme qui prendrait du recul sur l'actualité, de la hauteur, avec des invités qui savent de quoi ils parlent. Il est tentant d'y voir le contrepoint parfait de l'heure des pros, et l'embauche de Tadei illustre la stratégie de CNews qui souhaite attirer de nouveaux invités. Son éthique peut se résumer à son entretien dans le JDD du 13 mars 2010. Je cite « J'attends de mes invités que sur un sujet rebattu, c'est-à-dire l'actualité, ils disent quelque chose de non convenu. Il faut du courage et de la modestie durant une interview. Oser poser certaines questions, ne pas avoir peur de passer pour un imbécile.
Il faut garder en tête que si un jour il reste quelque chose de votre travail, ça sera les réponses et non les questions. Pour un journaliste, on ne saurait mieux dire.